자, Thomas, Tout d'abord, 어, 먼저, 어, 겹진 부가를 총시, rum부치를 다하는지, 아주 개름부치 로즈도의 조리 교배, avec à votre tête Kebje Bokar Rinpoche et Kempo Rinpoche, tous les étudiants des différents monastères, des différents chedras ainsi que toutes les nonnes et toutes les personnes qui participent à cet enseignement via Internet, je vous présente mes salutations. Pendant un mois, je vous ai enseigné sur la biographie du 8e Karmapa Miguel Dorje, et on arrive à la fin. Au début, je craignais de ne pas pouvoir tout enseigner ou bien enseigner, parce que le sujet de cet enseignement est très vaste et aussi difficile. Et aussi que cela durerait pendant très longtemps. Je pense que c'est la première fois que je dois enseigner pendant aussi longtemps de toute ma vie. Un enseignement d'un mois. Mais d'une certaine manière, à cause de la pandémie du coronavirus, beaucoup de gens doivent rester chez eux. Et donc, je me suis dit que que nous avons donc cette opportunité d'avoir du temps. Et aussi, et peut-être que grâce à ce virus, notre esprit s'est tourné vers le Dharma et qu'on a peut-être eu un tout petit peu de renoncement qui est né en nous. Donc j'ai saisi cette occasion pour enseigner. Et je me suis dit que ça pouvait être une opportunité pour donner des enseignements. Et que ce serait probablement positif. Donc demain sera la conclusion. Donc en fait, on a 10 minutes d'une journée parce qu'au début, c'était prévu de faire 21 enseignements pendant 21 jours et on fera que 20 jours. Donc il y a un jour de moins. Au début, j'ai pensé rajouter 3 journées, mais vu ma santé, j'ai pensé que c'était pas bon. Pour moi, quand je force trop, je suis faible physiquement. Donc, médecin, les médecins me disent qu'il faut que je me repose. Mais si je force trop, peut-être qu'il y a risque que je finisse à l'hôpital. Donc sur les 21 jours, il y a un jour qui manquera, mais ça ne pose pas de problème. Parce que l'année prochaine, je vais continuer cet enseignement. Aujourd'hui, je ne vais pas continuer sur le texte Les bons agissements. Et la raison pour laquelle je ne vais pas parler de ce texte, donc l'autobiographie, les bons agissements, parce que l'on s'est arrêté au développement de la bodhicitta. Et si je continue à partir de là, il y a beaucoup de subdivisions à ce qui va suivre.
Donc, je me suis dit que m'arrêter exactement là maintenant, c'est-à-dire au développement de la bodhicitta, c'était le bon endroit pour s'arrêter, parce que ce qui va suivre possède beaucoup de subdivisions, et on se souvient peut-être, ça sera peut-être difficile, et ce serait difficile de savoir où il faut s'arrêter dans toutes ces subdivisions. Donc, c'est pour cela que je ne vais pas élaborer sur, je ne vais pas continuer sur les bons agissements, cette biographie. Mais je vais continuer dans la ligne, je vais continuer par rapport à où je m'étais arrêté hier ou dans les jours précédents. À l'époque du 8e Karmapa, Mikyo Dorje, donc tout le fast et les procédures antérieures qui existaient antérieurement au grand campement, ainsi que les représentations pour le Losar, le Nouvel An, furent diminuées. Et de nombreuses personnes l'ont invité dans les régions riches de l'Amdo et du Kham, mais il n'y est pas allé. Mais en fait, personne ne l'a invité dans les régions de Lutsang, où les fonctionnaires avaient peu de foi ou peu de richesse, ni dans les vallées, ou même les plantes vertes étaient rares, où il y avait très peu de végétation. Mais il a vu que même si personne ne lui demandait de venir, de l'inviter à venir, il y trouverait moins de nourriture entachée de méfaits et aurait moins d'obstacles. Et c'est pour cette raison qu'il a souhaité vivre dans l'Utsang. En particulier, à cette époque, il y avait beaucoup de dirigeants, de seigneurs, on va dire des dirigeants dans l'Utsang. Il y avait nombreux conflits de pouvoir entre eux. Et ils essayaient tous d'avoir Mikyo Dorje de leur côté. Tous les lamas, entre eux, tous les dirigeants, entre eux, avaient beaucoup de partialité, beaucoup de conflits. Beaucoup de discrimination entre moi et l'autre, mon clan, leur clan. Et pour rester au milieu d'eux, dans cette situation, ce n'était pas facile. Il fallait être assez habile. C'était pour les Ksakomoli tous, et c'était une des difficultés de Mikyo Dorje. Mais quand Mikyo Dorje vivait dans l'Utsang, il séjournait que dans des endroits isolés ou des retraites de montagne où il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc il y avait moins de combats, moins de problèmes et moins de monde. Ce qui a fait que de nombreuses personnes dans son entourage pensaient ainsi. Au Kham et au Kongpo, les gens ont vraiment confiance en nous et il y a plus de liberté. Les gens ont de la foi, il y a beaucoup d'argent. Et alors que dans l'Utsang, il y a très peu de foi chez les officiels et peu de personnes font des offrandes. Alors pourquoi reste-t-il dans l'Utsang? Parce que s'il reste dans cette région de l'Utsang, il ne pourra pas développer ses activités éveillées. Donc, à cet égard, la région est bien pire que celle du Kham ou d'autres régions qui sont semblables au Kham. Alors, pourquoi rester dans l'Utsang? Pourquoi pas aller ailleurs? Donc, il y avait beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à s'accommoder au lieu et qui rentraient chez eux où ils n'avaient plus envie de rester avec sa sainteté. Ils rentraient et retournaient chez eux. Je vous en ai déjà parlé. Donc, lorsque nous examinons de telles situations, cela signifie-t-il que Mikyo Dorje était trop égoïste ou qu'il aveuglément était têtu dans sa façon de faire les choses?
Est-ce qu'il ne suivait que son propre avis, son propre désir? Est-ce que cela signifiait qu'il ne se préoccupait pas du développement de la lignée Kagyupa? Est-ce que c'était le cas si on se pose cette question? S'il faut donner des explications, on peut considérer cela. En général, il faut comprendre la personnalité de Mikyo Dorje et cette personnalité qu'il a depuis sa tendre enfance. Donc, quand Mikyo Dorje était un enfant, c'était une personne assez indépendante. Donc, il avait cette personnalité un peu spécifique. C'était quelqu'un de très indépendant, de très, qui avait les deux pieds sur terre. Et donc, il n'était probablement pas quelqu'un qui écoutait ce que disaient les autres ou ce que pensaient les autres. C'est pour ça que qu'il n'a pas accepté les invitations de l'empereur de Ming, alors que les gens du Garchen lui ont demandé de partir. Il s'était engagé à ce qu'il parte. Mais Mikyo Dorje n'a pas voulu y aller. Et même son Changzhe, son trésorier, avait vraiment insisté et avait fait toutes sortes de choses pour pousser Karmapa Mikyo Dorje à se rendre en Chine. Et plus tard, lorsqu'il a suivi ses gourous comme Sangye Nyempa Rinpoche, les gens ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Lorsqu'il a suivi donc ses gourous comme Sangye Nyempa Rinpoche, lorsqu'il a diminué le faste du grand commandement et ainsi de suite, il agissait uniquement par rapport à sa propre décision et de sa décision très claire. Et le fait, et il avait pour plan de suivre le Shamar Rinpoche, mais Shamar Rinpoche est décédé beaucoup trop vite pour qu'il ait eu le temps d'aller le voir, mais c'était son plan. Donc à cette époque, il y avait un grand faste dans le grand campement, et il a diminué tout le faste de ce grand campement. Et c'est sa propre initiative. Ce n'est probablement pas quelqu'un qui lui a suggéré de faire ainsi. Donc, qui oserait de dire il faut réduire un peu le faste et l'opulence du grand campement? Qui oserait dire cela? Donc, pour cette raison, c'est une personne très indépendante. C'est sa personnalité. Donc, il était fermement indépendant et insistant sur ses décisions. Et ce qui a fait que le grand campement, après le décès du 17e Karmapa, Shödra Gamso, après son décès, le Garchen avait beaucoup de problèmes. Et c'est après cette époque-là, et sous le Karmapa Mikyo Dorje, que d'abord ce Garchen qui était dans un très mauvais état s'est progressivement amélioré et eu une grande utilité. Et en particulier, c'est grâce à sa grande bonté que de nombreux collèges philosophiques, Karma Kamsang, encore meilleurs que ceux des Karmapas précédents, ont été établis. Par exemple, dans le Grand Campement, il y avait un collège pour les sutras qui s'appelait Karma Shunglukling et un collège pour les tantras qui s'appelait Rinzin Kacheling. Il y avait également 300 à 400 tentes individuelles pour les personnes pour faire des retraites de méditation. Donc il y avait 300 à 400 petites tentes individuelles uniquement réservées pour des retraitants à l'intérieur du Garchen, du Grand Campement. Et les sanctuaires aussi étaient aménagés également. Des sanctuaires aménagés étaient également très nombreux. Et il y avait beaucoup de personnes qui vivaient et qui restaient extrêmement dans l'humilité.
un peu comme des gens qui restaient en méditation debout. Ils n'étaient pas allongés, ils n'avaient pas de lit ou de matelas, etc. Ils restaient pendant, par exemple, 3 ans, 3 mois en méditation assis debout, assis. C'est pas comme nous qui nous relaxons entre les sessions et nous allongeons. Et il y avait donc 300 à 400 tentes de ce genre, avec des personnes de ce genre à l'intérieur. Donc il y a eu aussi beaucoup d'autres supports, des sanctuaires, hein, des supports du corps de la parole et l'esprit des Bouddhas, qui ont été développés ou élevés à l'époque de Karmapa Mikadanger. Et en particulier, il y avait 2 personnes dont on disait qu'ils étaient ces émanations, qui s'appelaient Topa Namkatashi et Dapo Gopa Nangsusidhala, qui sont à l'origine des nouveaux styles artistiques de Gari, ou les peintures du campement, et de Garluk, les sculptures du campement. Nous pouvons donc voir que le Seigneur Mikadanger n'était pas aveuglément têtu. Au contraire, il n'était pas dupé ou trompé par les aspects extérieurs et la splendeur du campement ou par l'attachement aux anciennes méthodes. Et c'est un peu comme on dit, où l'on serait attaché par exemple à la tasse de son père, de ses aïeux, de son aïeul, de son père, en se disant oui, puisque c'est la tasse de mon père, j'en prends bien soin, même si elle n'est pas en bon état. Il n'était pas comme ça, il ne s'attachait pas à ce qui était fait anciennement si ce n'était pas de l'excellente qualité. Donc il mettait toute son énergie et tous ses moyens pour soutenir à la fois les traditions anciennes, mais aussi innover et faire améliorer les choses dans le présent. Et c'est probablement par son indépendance et par son caractère que il eut un grand impact et un grand bienfait pour l'enseignement du Bouddha en général et particulièrement pour la transmission des écritures et de la pratique, ainsi que pour diffuser la culture tibétaine. Donc, il n'était pas juste quelqu'un qui préservait ce qui avait déjà été fait, mais c'était un réformateur. Et il aimait beaucoup faire progresser les choses et il aimait beaucoup améliorer ce qui existait déjà. Donc, comment peut-on le savoir? C'est dans un écrit dans les courtes instructions pour le maître Kurapa et ses neveux. Donc, c'est un texte qui est présent dans les 100 courtes instructions et qui dit, je vais vous expliquer l'essence. De même, si certains lamas qui sont des sources de refuge qui profitent aux êtres sensibles d'une manière qui ne correspond pas aux exemples ou à la manière de pratiquer le dharma de leur propre gourou précédent, certains pourraient dire ces gourous suivent l'exemple et pratiquent le dharma qui ne correspond pas à ceux de leurs prédécesseurs Kagyu. Donc, ce ne sont pas des bons lamas, ce sont des lamas impurs. Parce que ils enseignent différemment, ils se comportent différemment que leurs prédécesseurs et ils les considèrent donc pas comme des sources de refuge. Et c'est un point de vue terriblement erroné. Mais ce qu'en pense Mikyo Dorje, c'est que lorsque certains lamas, certains gourous montrent l'exemple en utilisant des méthodes et des pratiques du dharma différentes, et ils exercent une activité incompatible avec certains aspects et coutumes précédentes employées par les maîtres précédents, leurs activités ne deviennent pas impures. Et la raison pour laquelle elles ne sont pas impures, parce que les gens ont une infinité de personnalités et d'inclinations qui sont différentes. Et donc, pour les dompter ou pour les discipliner, pour les aider, les gourous vont utiliser des moyens, des méthodes différentes. Et ils vont utiliser toutes les pratiques du dharma qui sont en nombre inépuisable. Donc, ils agissent avec sagesse, avec amour et avec puissance, avec pouvoir.
d'une manière peut-être différente des autres maîtres du passé, et ils le font pour que nous puissions nous développer la pratique du Dharma pour faire notre propre bien. Parce que l'objectif d'un lama, d'un gourou, est uniquement, le seul but, c'est de purifier les royaumes des êtres sensibles, c'est de purifier tous les êtres sensibles, de les aider. Mais ce n'est pas parce que on faisait comme ça dans le passé qu'il faut faire exactement pareil maintenant. Il faut s'adapter aux individus et aux époques. Donc, ces mots illustrent bien son caractère, le caractère qu'il avait et cette confiance qu'il avait en lui pour faire la nécessité de changer et d'améliorer ce qui était ancien et de créer quelque chose de nouveau. Et beaucoup de personnes ont critiqué chez les Kagyupa Mikyo-dorje parce que il n'agissait pas, il ne parlait pas de la même manière que ses précédents maîtres et particulièrement que les précédents Karmapa. Comme par exemple le 3e Karmapa, Ronjuk Dorje, ou le 7e Karmapa Shodra Gamso, étaient des partisans de la vue Sheng Tong, la vacuité autre, un vide d'autre, et aussi insister essentiellement sur le 3e tour de roue du Dharma. Mais Mikyo Dorje, lui, la vue Sheng Tong et les autres sont plus des vues qu'il a réfutées, ainsi que le 3e tour de roue du Dharma. Et lui, il était plus sur la vue de Rang Tong, c'est-à-dire la vacuité intrinsèque ou vacuité de soi-même. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une personne qui a développé la vue Rangtong et la vue de Chandrakirti. Et beaucoup de personnes disaient que ce n'était pas correct, qu'il se trompait. Mais il y a différentes façons d'enseigner différentes personnes, différents disciples. Bon, il y a des personnes qui disent que Mikyo Dorje avait vraiment pour sa vue, c'était la vue Rangtong, mais d'autres disaient que non, sa vue, c'était pas la vue Rangtong, mais c'est la vue Sheng Tong. Donc il y a différentes opinions par rapport à Mikyo Dorje. Mais quoi qu'en disent ses disciples, dans beaucoup de ses enseignements, Mikyo Dorje, la plupart de ses enseignements sont basés sur la vue Rangtong. Que ce soit Goro Shenupa ou il a beaucoup réfuté Kuntien Charchampa ou Goro Shenu Dorje il les a beaucoup réfutés, qui sont eux des défenseurs de la vue Sheng Tong, de être autre, vide d'autre. Donc beaucoup de personnes disent que Mikyo Dorje était donc un défenseur de la vue Rangtong. Être vide de soi-même, Rangtong. Mais ça, je vous en parlerai peut-être plus l'année prochaine. Donc, Mikyo Dorje n'était pas simplement un têtu, elle n'était pas une personne qui ne suivait que son propre intérêt, que ses propres idées, mais c'était une personne qui s'adaptait aux époques et aux personnes. Et ainsi, en ce qui concerne de la splendeur et les règles du Garchen ont été changées par Mikyo Dorje, et lui, il s'est pas trop préoccupé à développer la splendeur du Garchen, mais surtout à développer l'enseignement des textes à l'intérieur du Garchen, et il s'est donné beaucoup de mal pour développer justement l'enseignement et écrire des commentaires et développer les textes philosophiques, les grands traités philosophiques. Et c'est une de ses spécificités, des grandes spécificités de Karmapa Mikyo Dorje. Donc j'ai pensé aussi aujourd'hui compléter cet enseignement sur le Golchen en vous parlant, en vous présentant brièvement les modes de peinture ou l'art de la peinture qui s'appelle Karme Gari. Donc, il y aurait beaucoup de recherches à faire à ces mots-là. Mais moi, je n'ai pas eu plus qu'une journée pour pouvoir préparer. Donc, comme je n'ai pas plus qu'une journée,
une journée. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas apprendre beaucoup de choses, on ne peut pas savoir beaucoup de choses dans une journée. Cependant, mais je vais vous en faire une présentation générale et peut-être que je vous présenterai cet art de la peinture spécifique au grand campement. Je vous en parlerai beaucoup plus l'année prochaine. Je vais commencer aujourd'hui et je continuerai demain. Donc on l'appelle parfois Karme Gari ou Karme Gadri. Il y a deux façons de l'expliquer. Habituellement, à l'écrit, on écrit Sakarakaragara, Bharatrakeshudri Satri. Mais pour moi, l'écrit en Sakarakaragara Ragigori Sagri, c'est peut-être meilleur à mon avis. Et la raison, c'est que quand on écrit Gatri, Bharatrakeshudri Satri, ça a deux significations. Ça a deux significations, l'écriture et le dessin. Donc c'est une et on pourrait donc ainsi confondre l'écriture et le dessin, parce que Dri a la double signification. Puisque si on écrit Ri, c'est beaucoup plus facile de savoir de quoi l'on parle. Donc, quand on écrit Gari, Ragigori Sari, ça permet de clarifier le fait que l'on parle des dessins. Et je pense que c'est donc mieux d'écrire comme ça, Gari et non pas Gadri. Donc je dis ça pour vous donner de matière à réflexion, mais moi je ne peux pas prendre la décision par moi-même. Donc tout d'abord que si nous parlons de Gadri, ou écriture du contenant, on pourrait être confondu avec un nouveau style de calligraphie. Donc en général, Gari ou Gadri indique clairement l'origine de ce style de dessin ou de peinture. Le style Gari a été nouvellement développé sous l'instruction de la direction du Karmapa et de ses fils de chœur, en augmentant les techniques artistiques tibétaines antérieures avec des techniques et des styles innovants et provenant d'autres cultures. Et grâce à l'assistance des différents karmapas successifs, ce mode d'écriture, cet art du dessin, s'est largement répandu et a perduré, d'où son nom de Gari. Donc, c'est l'art de la peinture ou le style de peinture qui a pris son origine dans le grand campement, dans le Galchen, et il a été ensuite préservé avec le soutien de tous les maîtres du Garpa, de tous les karmapas. C'est pour ça qu'on l'appelle Gari. Alors, comment un style artistique tibétain particulier s'est-il développé et comment le style de Gari en particulier s'est-il développé? À partir de la diffusion des enseignements au Tibet au 7e et au 8e siècle, il y avait le monastère de Rasse, Pekar, Samye, Kamsung Medok, etc. Et à l'époque des grands rois du Tibet, on peut voir des peintures murales dans ces temples. Par exemple, dans le monastère de Rasachunan Sherje, on peut voir des peintures murales. Kempo Gorye Sheyang et Gelong Tagyande et Genam Kenying Poyang ont dessiné ces figures, ont décidé de nombreux dessins du Dharma afin d'accumuler du mérite pour les rois et tous les êtres sensibles. Donc déjà dans le passé, il y avait, et c'est comme ça qu'est venue la tradition de faire des dessins sacrés. De nos jours, il y a le Jo Alasa. On dit qu'il a été amené depuis la Chine, mais certains disent que le Jo, la statue du Jo Alasa, a été fabriquée au Tibet directement. C'est ce que disent certaines personnes.
Donc, de même, en 804, il existe des sculptures réalisées à Verokanadra et à Dakyara dans le Kham. Et en 806, dans le Kham à Kekundu, il y a aussi Kekundu. Il y a aussi des sculptures qui ont été réalisées et on peut encore les voir. Et toujours à l'époque de l'Empire tibétain, les plus anciennes peintures signées par un artiste tibétain, et donc au début, donc à l'époque des grands rois tibétains, il y avait cette tradition de signer, que l'artiste signe ses propres peintures. Et comment on a pu savoir cela? C'est que il y a dans la grotte de Dunhuang une représentation du Bouddha de médecine et d'Avalokiteshvara à 1000 bras, une peinture sur soi qui a été découverte dans cette grotte. Une découverte et la grotte, elle a été, pardon, c'est pas la statue, c'est la représentation, le dessin a été fait par le moine Palyang. A été découverte par le moine Palyang. Et elle se trouve actuellement au British Museum. Et il est décrit, dédié par Palyang comme service pour son corps dans l'année du dragon. J'ai dessiné le Bouddha de médecine. Donc donc en fait, Palyang, c'est celui qui a fait le dessin, qui a fait la peinture. Donc c'est peut-être une des premières fois où l'auteur écrivait ou faisait une dédicace sur son dessin. Puis en 996, donc Lotchen Rinchen Zampo, qui est né en 958 et qui est décédé en 1055, donc en l'an 996, Lotchen Rinchen Zampo a construit les monastères de Tokling, Korchak, Nyarma et Topa. Et on peut encore y voir des peintures murales. On peut y voir des grottes murales dans les grottes aussi de Dungkar Sarpo et de Wachen. Et je vais vous montrer une photo du monastère de Toling. Voilà la peinture murale du monastère de Toling. Donc ça a été, certaines ont été faites à l'époque de Lotchen Rinchen Zampo ou alors d'autres ont été peintes plus tard. Donc c'est et le monastère lui-même a été construit en 996, donc vers la fin du Xe siècle. Et le moine Nongse a commencé le monastère de Padrachang en 1081. Et donc c'est lui qui a commencé la construction de ce monastère de Padrachang, donc en 1081, et ses neveux Jumne et Jumsul l'ont terminé en 1093. Et certaines des peintures murales d'origine sont encore visibles de nos jours. Et voilà, les peintures murales du monastère de Chatang. Donc ça nous ramène vers la fin du XIe siècle. Ensuite, après le XIIe siècle,
est apparu le premier Karmapa du Sumkyempa. À l'époque, un peintre très célèbre qui s'appelait Kural Hashen c'était un grand peintre, mais il était particulièrement bon pour faire des statues. Et on retrouve encore une de ses créations à Karmagon. On retrouve encore 7 de ses créations à Karmagon. Et il avait demandé à sa femme de les garder et de les offrir plus tard au monastère de Karma. Mais je ne vais pas vous donner plus de détails. À l'époque du deuxième Karmapa, Karmapakshi, en 1263, après 1263, il a invité du Népal un grand peintre et qui a fait une représentation large comme 13 largeurs de bras humains. Et c'est probablement là, à ce moment-là, qu'a été construite la plus grosse statue au Tibet. Et cette statue n'a pas réussi à être détruite. Elle est encore présente. Non, là, j'ai pas réussi vraiment à suivre tous ces exemples qu'a donné sa sainteté, et il nous a promis de nous donner plus de détails plus tard. Donc, au XIVe siècle, à Serluk Serkan, il y a encore des représentations qu'on peut encore voir de nos jours, et je vais vous le montrer. Un Sholok Gunpe Debri, donc la peinture murale. C'est une peinture murale du XIVe siècle. Et en 1300, à partir de 1370 jusqu'à 1425, Gansep Pelgortuken a peint des peintures murales et a fabriqué aussi beaucoup de statues. Et c'est aussi lui qui a et aussi dans le Kubum, le stupa de Kubum, que l'on peut encore voir maintenant, il y a beaucoup de ces peintures murales qui ont été faites aussi au XVe siècle. Voilà, par exemple, comme cette représentation de Tara, qui est présente dans le Gyaltse Palkorchede. Donc là-bas, il y avait donc deux artistes principaux. Un, c'était Peljon Rinchen, et l'autre, c'est Sonam Pelgeorge. Peljon Rinchen et Sonam Pelgeorge.
Donc ces deux. Ce sont des disciples ou des étudiants du grand Mentang, Melanchthondup. Et Melanchthondup, dans ses propres compositions, expliquait comment cette relation de maître à disciple est née. Après le 15e siècle, à partir du 15e siècle, la plupart des dessins ont été faits selon les traditions chinoises et népalaises. Mais les dessins d'origine tibétaine et très spécifiques à l'art tibétain, quelle est leur origine? Il y a un moine qui s'appelle Gelong. On a retrouvé dans un de ses commentaires un écrit rédigé en 1704 au monastère de Stupu intitulé « La lumière du grand soleil », un commentaire sur la représentation des statues et appelé « l'essence du bien et de l'excellence ». Donc, il écrit dans ce texte que, au départ, seul le style Barri s'est légèrement répandu au Tibet, mais à un moment donné, Melanchthondup, qui était Manjushri sous une forme humaine, est né à Mentang dans le Lodrak. Il trouva du vermillon dans cette région. Donc, le vermillon est un ingrédient qu'on va utiliser pour faire les tankas. Et plus tard, comme il était laïque, il avait une femme. Et à cause de sa femme, il quitta cette région et se rendit. Donc, il est parti dans une autre région. Il est parti dans la région de Tsang. Donc, lorsqu'il est arrivé dans le Tsang, dans la région de Lütsang, il étudia l'art selon la tradition de Berri. Donc il est devenu il continue à étudier cet art et est devenu très érudit dans cet art auprès de Dopata Shigalpo. Donc il est d'abord parti pour chercher un maître érudit de peinture et il a rencontré Dopata Shigalpo et il a appris avec lui. Puis, à la vue d'une peinture qu'il avait dessinée dans sa vie précédente, lorsqu'il était né en Chine, en voyant cette peinture, ça lui a rappelé ses vies antérieures. Donc, il vit une peinture faite en Sitong. Et donc, cette peinture lui a rappelé sa vie antérieure. Et il a commencé à ce moment-là de dessiner d'une manière différente et créer une nouvelle tradition de peinture. Ensuite, il a déterminé les mesures et les proportions selon le Kalachakra et le Samvarodaya. Parce que dans le Kalachakra et dans cet autre texte, les mensurations des statues sont développées, sont écrites. Il a écrit un traité
un traité sur les dessins, sur les peintures et les proportions est devenu connu sous le nom du grand Mentang. Plus tard, un jour, il y a eu une personne a eu un rêve en disant, où Manjushri disait à cette personne, vous allez rencontrer demain Manjushri. Et le lendemain, il rencontra Mena Dundrup. C'est pour ça qu'on sait qu'il est une manifestation de Manjushri. Il a dessiné des photos des arhats et des photos des grands êtres réalisés que l'on peut voir. Mais maintenant, on ne voit plus très bien. On ne peut plus voir dans le détail. C'est assez obscur l'endroit où c'est. Donc, on ne peut pas vraiment voir le détail. Mais il y a quelques années, il y a une peinture signée par Mena Dundrup que je peux vous montrer. Donc c'est ce qui est écrit derrière cette tanka explique clairement qu'elle a été dessinée par Mena Dundrup. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit écrit et dessiné par la main de Mena Dundrup. Donc on parle de la tradition de Mena Dundrup, de la manière de dessiner de Mena Dundrup. En même temps que Mena Dundrup, il y avait une autre personne qui avait le même enseignant que Mena Dundrup et qui s'appelait Khyentse Chenmo, qui est né dans le Hogang à Gongkar. Et il a aussi écrit, il s'est aussi adonné au dessin et aussi à travailler la tradition, à créer une tradition légèrement différente de dessin artistique. Et ils sont devenus très connus au Tibet sous le nom de la tradition Men in Kien. Men pour Mena Dundrup et Kien pour Khyentse Chenmo. Et de nos jours, on peut voir beaucoup des peintures de Khyentse Chenmo. Chez les Sakapa, on parle de Gongkar Dorjiden, qui est un lieu particulièrement important pour les Sakapa de leur monastère. Et il y a des dessins, des peintures de Khyentse Chenmo, par exemple comme celle-ci. Donc c'est une peinture murale que l'on retrouve dans le monastère de Gongkar Dorjiden et qui a été dessinée peinte à la main par Khyentse Chenmo. Donc ensuite, donc il y avait donc deux traditions, Menlok et Khenlok, donc une pour Mena Dundrup et une pour Khyentse Chenmo. Puis il y en a une troisième de plus, il y avait donc, grâce à ces deux techniques, il y a celle aussi de Turku Chiu et qui s'est développée
Et on l'appelait Tulku parce que c'est probablement qu'on ne l'appelait pas Tulku parce que c'était la réincarnation d'un maître, mais en général, on donnait le nom de Tulku souvent aux dessinateurs, aux peintres. Sor Tulku, on les appelait. Donc, c'est-à-dire une émanation artistique du Bouddha. Comme on parle parfois des émanations suprêmes, etc. Mais c'est plutôt ce genre donc, de Tulku, mais pas la Tulku d'un maître. Et comme en fait, on l'appelait le Tulku oiseau parce que il était comme un petit oiseau. Il partait d'un endroit à l'autre. Il était toujours en mouvement. Et donc, Tulku Chiu a développé les traditions de ses prédécesseurs Menlok et Khenlok. Il a légèrement développé. Il a développé aussi. Il a aussi utilisé un mode de coloration qui était différent, voire supérieur. Et donc, ces peintures ressemblaient à aucune des peintures faites par ses maîtres prédécédents. Mais toutes les traditions, tous les dessins donc, viennent de ces trois types de traditions, de Men, de Khen et de Tulku Chiu. Plus tard, en 1688, dans Sangye Gamso écrit un peu plus d'histoire dans son texte en 1688 intitulé Enlever les voiles du Bendoria. Et dans son catalogue des offrandes qu'il a écrit en 1697 intitulé L'ornement du monde, il a écrit il a donc décrit qu'il y avait ces deux traditions, la tradition de Men et la tradition de Khen, et qu'ensuite c'est venu la tradition de Tulku Chiu. Et ces paroles sont la source principale pour les historiens qui vont étudier les styles de Men et de Khen. Mais dans ces écrits de Sangye Gamso, on ne trouve pas un mot sur le style de Gari. Et la raison pour laquelle il ne les mentionne pas, je ne sais pas. Je ne sais pas clairement pourquoi il ne mentionne pas le mode des styles de Gari, les styles de peinture de Gari. Puis, Droma Geshe Tenzin Butsu, qui est né en 1673 dans le Marche Gojo, a écrit la même chose dans un texte qui s'appelle Les techniques de la coloration. Et il a écrit donner des teintes aux fleurs et faire apparaître les 100 000 couleurs de l'arc-en-ciel, etc. Et il donne les mêmes sources que Sangye Gamso. Et de même, dans un ouvrage qu'il a écrit en 1716, sur des longues explications sur la consécration des lieux sacrés, il a écrit aussi quelque chose qui était similaire. Mais je vous en parlerai demain. Donc demain, donc les premiers à avoir lancé la tradition des peintures murales et des peintures en général, c'est Men Tangpa dans Khyentse Chenmo et Tulku Chiu. Puis après, petit à petit, cette tradition spécifique au Tibet s'est développée.
Donc le premier texte a parlé du développement du Gaji. Donc le texte le plus ancien qui le mentionne, c'est un texte que l'on a découvert il y a quelques années, un vieux texte que l'on a trouvé au Tibet il y a quelques années, qui s'appelle La lumière du grand soleil, un commentaire sur la présentation des caractéristiques des formes corporelles, appelée l'essence du bien et de l'excellence. Et son auteur, c'était le moine Rishen Drupchok de Galtang. À l'âge de 8 ans, il rencontra Karmapa Chögying Dorje lorsqu'il avait 8 ou 9 ans. Maintenant, beaucoup de érudits occidentaux font des études sur les œuvres de Chögying Dorje en disant que c'est le plus grand peintre de l'époque, mais il utilisait la tradition de Mentri et aussi il a réuni la tradition de Mentri, de Cachemire et de Chine ensemble. Donc c'est pour ça que Chögying Dorje était un peintre exceptionnel, différent. C'est sa spécificité. Est-ce qu'on peut dire que Chögying Dorje était un peintre qui utilise la tradition de Gaji? C'est difficile, mais je vous en parlerai demain. Donc Rishen Drupchok de Galtang a rencontré Karmapa Chögying Dorje et Chögying Dorje lui demanda de dessiner une image du Bouddha et des arates et il les consacra. Et il lui prédit qu'il connaîtrait très bien l'art et qu'à l'avenir il deviendra un grand artiste reconnu. Plus tard, donc là à cette époque, Rishen Drupchok avait 8 ans, puis lorsqu'il atteint l'âge de 20 ans, le 6e Gyaltsap Nobbu Sampo lui a dit « Il n'y a personne d'autre pour perpétuer le style de Gaji. Alors, pour empêcher sa disparition de ce style, tu dois t'entraîner et être assidu. » Il lui a dit « À part Awo Netso, à part Tulku Netso, il n'y a plus personne qui le connaît et il faut que tu perdures, que tu préserves cette tradition. » Donc pour parler de celui qui s'appelle Netso, il est mentionné dans les œuvres du 13e Karmapa. Et son cet artiste s'appelait Yangshen Tukrutepa et il faisait partie de la lignée des élèves de Köncho Pende qui était un assistant du 6e Shamar Chögying Mongshuk et c'était un élève de Epa Tulku Norzin. On dit qu'il pouvait se souvenir de 7 vies antérieures. Et dans sa vie précédente, il avait été Janetso et avait reçu de nombreux enseignements du 5e Shamar. Et à cause de ses empreintes karmiques, depuis qu'il était petit, son esprit était très vif et sa sagesse grande. Et on l'appelait Netso ou perroquet. Et il vécut jusqu'à l'âge de 71 ans. Donc une personne confrontée à la privation est venue lui demander de la nourriture, des vêtements, etc. et finit par étudier l'art avec lui pendant 9 mois. Puis peu de temps après, le professeur mourut.
Mais son étudiant a pu apprendre toute la tradition de Gadri. Donc, on peut dire qu'à cette époque, à part Turku Agunetso, il n'y avait pas d'autres personnes qui connaissaient la tradition de Gadri. Et c'est pour ça qu'on lui a demandé d'étudier. Donc ensuite, l'artiste nommé Tsepel, l'ayant encouragé cet homme plutôt à écrire un traité, il a écrit La lumière du grand soleil, un commentaire sur la présentation des caractéristiques des formes, appelé l'essence du bien et de l'excellence, alors qu'il avait 41 ans en l'an 1704. Il a écrit ce traité sur donc l'art et le dessin au monastère de Tsurku. Donc on l'appelle en général l'essence du bien et de l'excellence. Et parfois on ne sait pas trop si c'est vraiment lui qui l'a écrit, donc il faut continuer à réfléchir et à chercher à ce niveau-là. Le texte racine, hein, il a écrit un commentaire, mais le texte racine, ça s'interdit qu'il ne sait pas qui l'a écrit. Donc en particulier, son commentaire est le plus ancien à donner les proportions du Gadri et la source la plus respectée. Donc je pense qu'il est important que tous les artistes du style Gadri d'en faire des recherches et d'étudier. Donc pour parler de celui qui s'appelle Netso, il est mentionné dans les œuvres rassemblées du 13e Karmapa. Il dit, durant l'époque du 5e Köncho Yenlag, un nommé Netso est devenu plus tard un moine, appelé Tulku Awo Netso. Il est devenu comme un expert en art. Peut-être qu'on l'appelait Netso, perroquet, parce qu'il parlait d'une manière très agréable. Puis, d'abord, il était un laïc, puis il s'est fait moine, et il a fini par obtenir le nom Tulku Awo Netso. Donc, dans le commentaire écrit, la lumière du grand soleil, il y a beaucoup de descriptions sur l'art de Gadri. Mais on va faire la pause et puis je vous expliquerai ce qui est dit dans ce commentaire un peu plus tard. Il ne reste plus beaucoup à dire, mais on fait quand même une pause. On va peut-être commencer. Donc, je vous ai montré une photo, je me suis trompé sur un nom. Peut-être, il vaut mieux que je clarifie les choses maintenant parce que sinon, je sais que certains vont les mettre sur Facebook ou d'autres réseaux, donc il vaut mieux que je clarifie les choses. Voilà, ça c'est une erreur. Ce n'est le dessin du dessous. Donc là maintenant, c'est la bonne photo avec les bonnes inscriptions. Voilà, donc mettez la photo qui est sans erreur sur Facebook, etc. Parce que voilà, cette peinture avec les 16 arates. Et aussi, c'est cette peinture de Kensei Chemo qu'on retrouve à Gongardo Jiden, sur les murs de ce monastère, Gongardo Jiden. Aussi dans un lieu sacré de Drupal Kagyu, un Trak Rinpoche, il y a une sainterie de Drupal Kagyu.
C'est qui a été faite lorsque Sito Shigegaso a été dans l'Utsang. Et on dit que c'est aussi une photo de Kensei Shimo. Donc ça c'est clair que c'est la tradition de Kien, Kensei Shimo. Donc c'est le rosaire d'or de la lignée Kagyupa. Et c'est des représentations, des peintures du rosaire d'or de la lignée Kagyupa faites par Kensei Chemo, et c'est compilé ainsi comme étant en tant que tel par Katoxitu dans son écrit sur l'histoire de la lignée Kagyupa, je crois. Donc dans le grand commentaire, la lumière du grand soleil, il est dit maintenant quelle est notre propre tradition. C'est un écrit résumé de l'origine de la tradition de Garji. Tulku Namkatashi est né à Yarte et c'est lui qui a débuté cette tradition de Garji. Donc il est né dans la région de Yarte. Et quand il était enfant, Mikyo Dorje a dit qu'il était une de ses propres émanations. Non seulement il a dit que c'était une de ses propres émanations, mais il a aussi prédit qu'il s'engagerait dans une grande activité artistique. Et il le plaça sous la direction de Shamar Kensho Yenlak. Puis l'être fortuné Kensho Pende, originaire de l'Est, un Kensho Pende de la région de Lé, et qui était considéré comme une émanation donc il est né dans la région de Hé. Et il s'appelle Kensho Pende. Elle était considérée comme une émanation de Jamo Saakonjo, maître chinois. Et il fut placé sous la direction pour son éducation de Gyaltsab Dragpa Dondrup. Et il a utilisé les progressions que l'on trouve dans la tradition de Mentang et celles que l'on trouve du lima indien comme étant la base pour dessiner tous les paysages et les couleurs, même comme le Sitang, comme à l'époque des empereurs Ming. Donc à l'époque de Mikyo Dorje, beaucoup de personnes ont fait des prodiges. Et c'est donc à son époque qu'on retrouve encore maintenant deux livres dans lesquels il y a des représentations, et il y en a un qui est entre les mains de l'empereur et un autre qui a été donné à Karmapa Mikyo Dorje. Et il s'est basé sur la façon traditionnelle de dessiner en Chine, qui s'appelle Sitang, et à partir inspiré par ce qui se faisait en Chine sous les empereurs Ming, il a développé le style artistique qu'on appelle Gari.
Et de même, sous l'égide de l'expert sculpteur Probawa et de l'incomparable et intelligent Karma Sidrel, qui serait aussi, lui, une émanation du 8e Karmapa. Et plus tard, celui qui a maintenu la tradition de Burso, ou des sculpteurs, donc c'est Karma Richen, ainsi que de nombreux externes, il a mis en place, et il a continué avec mis en place un style de sculpture bien particulier, mais qui semble avoir disparu maintenant. En utilisant toutes les sources de l'histoire du style Gadri, et c'est lui, donc, c'est True Namkatashi qui a instauré cette tradition de Gadri. Mais en même temps que Namkatashi, il y avait le Tulku Pende. Donc ce sont les deux principaux instigateurs de la tradition du style Gadri pour ce qui est de la peinture. Plus tard, Jammu Katrola Dataye, dans le Trésor de la connaissance, a parlé dans sa section sur les sciences bouddhiques. Il a dit qu'il y avait un tulku qui s'appelait Namkatashi dans le Yarte et que Mike Dorje a dit qu'il était sa propre émanation et qu'il a propagé l'activité artistique. Avec les instructions de Shamar Kensho Yelak et de Gersab Drakpa Dundrup, le très fortuné Kensho Pende de étudia le Simenluk et c'était une émanation de Gyamo Sargocho. Et il a utilisé les proportions et les traditions indiennes de Lima et de Mentong comme base et a dessiné pour dessiner les paysages colorés comme le Sintang, etc. Comme c'était fait à l'époque des empereurs Ming. Et ce style est connu sous le nom de Gadri. Donc Namkatashi et Yarto Tulku sont ceux qui ont instauré la tradition de Gadri, donc la tradition de peinture du grand campement. Demain, je vais vous parler plus de Namkatashi et de Tulku Yarte, Pende, et vous expliquer comment ce style d'écriture s'est développé et aussi a disparu. Du moins, plutôt comment il s'est développé. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai pas eu beaucoup de temps de faire beaucoup de recherches là-dessus et que j'ai pas beaucoup de temps de tout vous expliquer. Donc, je pourrais pas trop vous expliquer en détail, mais l'année prochaine, je vous donnerai plus d'instructions, beaucoup plus détaillées sur le Gadri. De nos jours, maintenant, au Tibet, il y a beaucoup de personnes qui utilisent la tradition de Gadri pour faire leur peinture au Tibet, maintenant. Mais pour ce qui est de l'histoire, il y a beaucoup de... on ne sait pas toujours très bien, donc je vais essayer l'année prochaine de vous donner plus de détails sur la tradition de Gadri. Comment elle a commencé, et puis comment de nos jours, ce que l'on considère comme étant Gadri, quelle est sa façon, quelles sont les différences entre ce qui était avant et ce qui est maintenant. Et je pense que c'est important de savoir aussi cela. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple mon cas, utiliser ce qui est déjà présent et ce qui est maintenant et ce qui était avant n'est pas tout à fait pareil. Donc, je pense que je vais vous en parler un peu plus demain. Et particulièrement, je vous montrerai aussi des dessins de Karmapa Choning Dorje. Aujourd'hui, il y a quelque chose de positif qui s'est produit parce que j'ai reçu il y a très peu de temps
une biographie de Karmapa Chögying Dorje écrite par ses neveux. Et dans cette biographie, il est écrit très clairement, les qualités artistiques et le mode artistique utilisé par Karmapa Chögying Dorje. Donc, je ne pourrais pas tout vous expliquer demain, parce que demain, il nous faut faire aussi un rituel, et donc j'ai décidé ce que nous allons faire pour demain. Donc, nous allons réciter des chants de réalisation sur l'océan des chants de réalisation. Celui qui a d'abord écrit ce rassemblement de chants réalisés, donc ce texte, le texte sur lequel se trouve tout un répertoire des chants de réalisation, a été écrit tout d'abord par Mikyo Dorje. Et dedans, il y a donc et on va réciter donc selon selon la compilation de Mikyo Dorje, des chants de réalisation de Marpa, Milarepa et Gampopa. Et on n'aura pas besoin de réciter tous les autres. Donc, mais comme c'est difficile de faire par Internet des récitations en direct, je vais pré-enregistrer les chants. Parce que parfois, des fois, la connexion Internet, elle n'est pas bonne et ça nous coupe. Donc, si les chants sont coupés, ça ne va pas, on ne peut pas bien suivre. Donc, je vais pré-enregistrer et je vous passerai comme ça cette vidéo de ces chants de réalisation. Donc, ce sera ce qu'on fera demain après-midi.